Dans un terrain de camping du Montana, une fillette est enlevée pendant son sommeil. Les enquêteurs, pour qui ce n'est pas le premier enlèvement du genre, craignent que le tueur ne soit revenu. Ils font tout pour retrouver l'enfant en vie. Ils devront examiner de sinistres indices et suivre plusieurs fausses pistes avant de retrouver un suspect astucieux. La police, les agents du FBI et une mère désespérée font l'impossible pour découvrir ce qui s'est passé dans cette sombre forêt. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Le sud-ouest du Montana est une terre de montagnes et de vastes prairies. En juin 1973, la famille Yeager partit du Michigan pour visiter le Montana. Marietta Yeager était folle de joie à l'idée d'explorer l'Ouest avec sa famille. Bill Yeager, un ouvrier de l'automobile, avait pris un mois de vacances pour cet important voyage. Pour Susie, âgée de 7 ans, c'était les premières vacances en famille. Les parents de Marietta faisaient également partie du voyage. Le dimanche 24 juin, les Yeager se préparaient à passer leur dernière nuit dans le parc Headwaters du Montana. Le lendemain, ils devaient poursuivre leur route vers l'ouest. L'aîné de la famille dormait dans la caravane, alors que les 4 plus jeunes dormaient dans leur propre tente. Comme tous les soirs, Susie refusait d'aller dormir sans avoir un câlin et un bisou de ses parents. La température était fraîche, mais les Yeager n'en dormaient pas moins paisiblement. Les adultes dormaient dans la caravane, à seulement quelques mètres d'eux. Mais tout le monde sur le terrain de camping ne dormait pas. Vers 4 heures du matin, la brise éveilla Heidi, 13 ans. Elle remarqua qu'il y avait un trou dans la tente. Puis elle s'aperçut que Susie n'était plus là. Effrayée, elle alla trouver ses parents. Marietta Yeager tentait de comprendre ce que sa fille disait. Je me suis dit qu'elle ne pouvait pas être allée bien loin. Elle était peut-être aux toilettes. Mais en même temps, il y avait ce sentiment de terreur qui grandissait en moi. Et je me disais, oh mon Dieu, faites que ce ne soit pas vrai. Je me rappelle avoir pensé que je faisais un mauvais rêve et que rien de tout cela n'arrivait pour de vrai. C'est alors qu'ils virent le trou dans la tente des enfants. Je me suis dit, que ça te plaise ou non, Marietta, c'est la triste réalité. Non seulement mon enfant avait-elle disparu, mais depuis, quelqu'un l'avait enlevée. Ils eurent le cœur encore plus serré en apercevant les animaux en peluche de Susie dans l'herbe. Elle dormait toujours avec eux.
Ils ont dû tomber de ses bras parce qu'elle ne pouvait plus les tenir. Cela m'indiquait clairement que quelqu'un l'avait enlevée de force. Sans attendre, Bill se rendit à une cabine téléphonique pour appeler la police. La téléphoniste du bureau du shérif contacta immédiatement le shérif adjoint Don Houghton de Gallatin County, qui était de service la nuit. En route, le shérif adjoint Houghton alla chercher l'enquêteur John Onstad de City County. Comme les crimes violents sont très rares dans cette région, l'enquêteur Onstad crut d'abord qu'il s'agissait d'une fausse alerte. On s'est dit qu'il devait y avoir une erreur. Cela ne pouvait pas être une affaire d'enlèvement. Et j'étais sûr que cela se réglerait tout seul. Quand les policiers arrivèrent sur les lieux, les Jaegers étaient visiblement en proie à la panique. Ils firent ce qu'ils purent pour raconter aux enquêteurs ce qui était arrivé et ils les conduisirent à l'endroit où ils campaient. Le shérif adjoint Houghton était complètement renversé. J'ai vu la tente. La toile avait été coupée. Ça nous a mis en état d'alerte. C'était presque irréel. Parmi les traces de pas des membres de la famille autour de la tente, l'enquêteur Onstad en trouva quelques-unes qui s'éloignaient du campement. Il y avait des empreintes de pas qui se dirigeaient vers la tente et qui en repartaient pour aller vers le stationnement. Celui-ci était désert. Le bureau du shérif de Gallatin contacta le FBI. C'est l'agent spécial Pete Dunbar qui prit l'appel au bureau du FBI de Bozeman. Il n'est pas rare que le FBI participe à une enquête sur un cas d'enlèvement, car le ravisseur entraîne souvent sa victime dans un autre état. Dans tout cas d'enlèvement, le temps écoulé est d'une importance capitale, car plus le temps passe, plus les risques que la victime soit morte augmentent. Dunbar et son collègue William Terry se rendirent au camping sans tarder. En arrivant, ils constatèrent que les policiers avaient entrepris les recherches et commencé à interroger les campeurs. Les seuls indices dont on disposait étaient les traces de pas et le trou dans la tente. Mais cela suffit à convaincre l'agent spécial Dunbar de la gravité du crime. C'était un enlèvement sans l'ombre d'un doute. Dans certains cas, on n'en est pas sûr. Parfois, ce sont des parents qui sont partis avec leur enfant. Mais dans ce cas-ci, nous étions en présence d'un vrai cas d'enlèvement. L'opération de recherche devint rapidement la plus importante jamais entreprise au Montana. On a fait appel à des hélicoptères. On a utilisé la garde nationale. On disposait de bateaux et de véhicules tout-terrain. Des gens sont venus nous indiquer où se trouvaient les bâtiments abandonnés, les mines désaffectées, bref, tout endroit où quelqu'un pourrait cacher une victime. Les membres de l'équipe de recherche commencèrent par fouiller le camping pour ensuite élargir graduellement leur champ de recherche. Au cours de la battue, quelques policiers se rappelèrent un cas identique survenu sur ce même terrain de camping 5 ans plus tôt. On avait signalé le crime le 5 mai 1968. Au cours d'une sortie de groupe, un scout avait tenté de réveiller son compagnon de tente. Celui-ci, qui n'avait que 12 ans, avait été battu et poignardé pendant la nuit. Le scout avait eu les poumons perforés et subi de sévères blessures à la tête. Il mourut le lendemain. On n'avait jamais résolu cette affaire. Les agents à la recherche de Suzy en vinrent à se demander si le meurtrier n'avait pas frappé de nouveau. Pendant qu'on poursuivait les recherches, des policiers se mirent sur la piste de suspects potentiels. Ils commencèrent par examiner les dossiers des criminels sexuels qui vivaient dans les environs.
On demanda à ceux qui n'avaient pas d'alibi de se soumettre au détecteur de mensonges, comme nous le raconte l'agent Dunbar. On a trouvé 3 ou 4 suspects dans le secteur. Ces types avaient été jugés coupables par le passé d'agressions sexuelles d'enfants. On s'est concentré sur l'un de ces types en particulier. L'examinateur a interrogé le suspect sur ses activités pendant la nuit de la disparition de Susie. Bien que leur usage soit contesté, les détecteurs de mensonges mesurent les variations dans la fréquence cardiaque, dans la respiration et le degré de transpiration des gens qui mentent. Le suspect déclara ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait au cours de cette nuit. Les résultats du test ne furent pas concluants. Dans l'espoir d'obtenir plus d'informations, les agents envoyèrent le suspect à un hôpital psychiatrique des environs pour qu'il soit interrogé sous l'effet de sodium amital, connu aussi sous le nom de sérum de vérité. Ce barbiturique détend le sujet. Il devient ainsi moins méfiant et plus enclin à parler. Sous l'effet de cette drogue, la plupart des gens sont incapables de mentir. Quand le sérum commence à agir, le suspect sembla très détendu et il recouvra la mémoire. Il s'est rappelé ce qu'il avait fait au moment de l'enlèvement. Il était allé à Butte. Or, des gens de Butte ont corroboré son alibi. On l'a donc éliminé de la liste des suspects. Les espoirs de procéder à une arrestation rapidement furent anéantis. La police et le FBI se tournèrent vers le public. Des centaines de citoyens alarmés appelèrent pour fournir des informations de partout au Montana. Des policiers devaient vérifier toutes ces pistes. Une personne en particulier pressa les autorités d'interroger un individu de 25 ans de Manhattan au Montana, car elle le trouvait étrange. L'individu, un entrepreneur, était déjà connu de la police. Rien dans son comportement ne paraissait suspect. Comme beaucoup de gens au sein de la population, il offrit son aide à la police. Une semaine après la disparition de Susie, un homme téléphona à la maison d'un policier de Gallatin County. C'est la femme du policier qui prit l'appel. L'homme au bout du fil déclara être le ravisseur de Susie. Il exigeait qu'on lui laisse une rançon de 50 000 $ dans une gare routière de Denver. Pour confirmer qu'il détenait vraiment la fillette, il mentionna la forme particulière des ongles des 2 index de l'enfant. La femme appela son mari qui, à son tour, contacta le FBI qui avait établi un centre de commandement au terrain de camping. L'agent spécial Dunbar parla au Jaeger de la demande de rançon. Quand il mentionna la difformité aux ongles de Susie, ceux-ci furent ébranlés. Susie avait effectivement une difformité aux ongles. L'interlocuteur avait dit la vérité. Les agents espéraient qu'il rappellerait pour préciser où l'on devait lui laisser la rançon. Mais il ne rappela pas. Ce fut un dur coup pour la famille et les enquêteurs, comme l'agent spécial William Terry du FBI se le rappelle. Le temps filait et on ignorait toujours où on devait laisser l'argent et comment on pourrait retrouver l'enfant. Ça nous a fichu un coup. Voir les policiers fouiller les rivières du parc à la recherche du corps de leur fillette fut une expérience pénible pour les Jaegers. Mais ils ne perdaient pas espoir. Je me suis engagée, en tant que mère, à ne pas renoncer, à continuer de croire qu'elle était toujours en vie. Je ne cesserai de m'accrocher à mon espoir que lorsqu'on m'aurait montré des preuves concrètes de son décès. Mais les Jaegers ne pouvaient rester indéfiniment sur le terrain de camping. Bill devait retourner travailler.
Après plus d'un mois, la famille rentra donc chez elle. Il m'a été très difficile de partir et de quitter cet endroit où je l'avais vu pour la dernière fois. Malgré les efforts des autorités, on n'avait pas retrouvé le ravisseur. Bientôt, c'est lui qui trouverait Marietta. En juin 1973, la petite Susie Yeager, âgée de 7 ans, avait été enlevée dans sa tente au camping du parc Headwaters au Montana. Bien que sa famille fût forcée de retourner au Michigan, le FBI assura Bill et Marietta Yeager, les parents de la fillette, qu'ils n'abandonneraient pas les recherches. Dès qu'on est arrivé à Détroit, les agents du FBI nous y attendaient. J'ai senti que je pouvais leur faire confiance. Ils étaient compétents et semblaient résolus à nous tenir informés. C'était très important pour moi car je voulais tout savoir sur l'évolution de l'affaire. Même si les enquêteurs croyaient que Susie avait vraisemblablement été tuée, les Yeager, eux, espéraient qu'elle était encore en vie et que le ravisseur entrerait en contact avec eux. Le FBI demanda à l'entreprise de télécommunications de retracer tout appel du ravisseur. Ils demandèrent aussi aux Yeager de brancher une enregistreuse sur leur téléphone. Je me suis obligée à rester à la maison pour répondre au téléphone. J'ai dû m'absenter une seule fois. C'était pour aller chercher mon fils à l'école, parce qu'il devait être raccompagné par quelqu'un qui ne s'était pas présenté. Je n'étais sortie que pour 10 minutes quand le ravisseur a appelé. Comme convenu, Dan, le fils aîné des Yeager, qui se trouvait alors à la maison, mit l'enregistreuse en marche. Dan supplia le ravisseur de libérer Susie. Le ravisseur se plaignit du fait que la police et le FBI enquêtaient sur l'affaire. Il déclara qu'il ne pouvait pas remettre Susie en liberté, car il serait à coup sûr capturé. À peine quelques secondes plus tard, Marietta rentra à la maison. Danny venait de raccrocher. En voyant son expression, j'ai tout de suite compris. Il n'a pas eu à me dire qu'il venait de parler au ravisseur. Je l'avais deviné. Cet appel avait été enregistré, mais il était impossible de déterminer de qui il s'agissait. Quelques mois s'écoulèrent sans nouvelle piste ni appel. Puis, 8 mois après l'enlèvement de Susie, le bureau du shérif de Gallatin County reçut le rapport d'une disparition. Une jeune femme de 19 ans de Manhattan s'était volatilisée à seulement 15 km du terrain de camping où Susie avait disparu. Inquiète, sa mère dit aux policiers tout ce qu'elle savait. Sandra Mulligan, sa fille, avait été vue pour la dernière fois le 9 février, alors qu'elle rentrait à son appartement vers minuit après être sortie avec des amis. La mère déclara que la voiture de Sandra avait disparu et que personne n'avait eu de nouvelles de la jeune femme depuis plusieurs jours. Comme presque tout le monde dans cette petite ville, les policiers connaissaient Sandra. Ils ouvrirent une enquête sur sa disparition et se mirent à la recherche de sa voiture. Le policier Don Horton de Gallatin County, qui travaillait toujours sur l'affaire Susie Yeager, participa à cette autre enquête. On m'a assigné à un secteur situé au nord-ouest de la ville de Manhattan. C'était un assez grand secteur. Nous devions sillonner toutes les routes du comté, les chemins de gravier et les rangs à la recherche de la voiture. Sur un ranch abandonné de Horseshoe Hills, Horton remarqua des traces de pneus récentes sur un chemin de terre. Puis il remarqua quelque chose de suspect. Je suis sorti pour voir de quoi il s'agissait et j'ai vu que c'était un slip de femme. Horton voulut vérifier dans la grange qui se trouvait juste à côté. La porte était fermée et clouée.
l'intérieur, il trouva une voiture recouverte d'une bâche et de débris. On avait enlevé les plaques d'immatriculation de l'auto. Mais au sein de cette petite communauté, les gens connaissaient les voitures de leurs voisins. Horton savait à qui cette voiture appartenait. C'était celle de Sandra Smulligan. Il n'y avait aucune trace de la jeune femme. Horton appela au poste pour signaler sa découverte. Des policiers, des collègues du bureau du shérif et des volontaires ratissèrent les 13 km² entourant la grange. Lors d'opérations de recherche en ligne droite, les secouristes identifièrent des indices potentiels. 2 jours après le début des recherches, une personne examina un bidon de 200 litres trouvé dans un champ. On s'en était servi pour brûler quelque chose. Parmi les morceaux de bois calcinés, on trouva des fragments d'os. En fouillant bien, on a trouvé des ossements sur environ 70 mètres. La plupart étaient en très petits morceaux. Ils avaient été brisés, cassés et brûlés. En tout, on recueillit plus de 1200 fragments d'os. Un médecin légiste détermina qu'il s'agissait d'os humains et que certains d'entre eux provenaient vraisemblablement d'une femme adulte. Par des examens des dents et de l'os de la mâchoire, on put identifier Sandra Smulligan. L'enquêteur John Onstad craignait que le meurtrier de Sandra ne soit celui qui avait enlevé Susie Yeager. On a commencé à faire des liens entre les deux affaires. Sans doute parce que c'est le genre de crime qui ne se produit jamais ici. Les enquêteurs qui travaillaient sur les 2 cas partageaient leur repas avec un civil qui les interrogeait sans relâche sur les progrès de l'enquête. David Masterson était un ex-marine et un entrepreneur très connu dans la région. Beaucoup de gens le trouvaient étrange. Au début de l'enquête, on avait interrogé Masterson à propos de la disparition de Susie. L'agent Don Horton n'était pas sans savoir que les individus qui affichent de la curiosité à propos d'un crime y sont souvent mêlés. David est venu nous voir à quelques reprises pour casser la croûte avec nous. Il était très curieux. On se méfiait de ce qu'on disait quand il était là, mais il voulait toujours se porter volontaire. Il nous avait proposé de nous aider à trouver la victime. Il était envahissant et ça nous agaçait. L'agent spécial Pete Dunbar du FBI se rendit compte que Masterson connaissait bien le secteur où l'on avait trouvé le corps de Sandra. On a vite mis le nom de David sur la liste des suspects, parce qu'on savait qu'il connaissait très bien Horseshoe Hills. On a aussi appris qu'il avait déjà fréquenté Sandra Smulligan. Les enquêteurs demandèrent à Masterson de se soumettre au détecteur de mensonges. Il accepta. Je fondais beaucoup d'espoir sur le détecteur de mensonges. Je l'avais déjà utilisé dans d'autres cas et j'avais constaté à quel point c'était un merveilleux outil. Il avait toujours fonctionné jusque-là. Au cours de l'examen, Masterson nia savoir quoi que ce soit à propos de l'enlèvement de Susie Yeager et du meurtre de Sandra Smulligan. Il confirma être sorti avec Sandra une seule fois et ajouta qu'elle avait refusé de le revoir par la suite. L'examinateur ne décela rien chez le sujet qui laissait croire qu'il mentait. Comme il l'avait fait avec les autres suspects dans l'affaire Susie Yeager, les enquêteurs demandèrent ensuite à Masterson de bien vouloir se soumettre à un interrogatoire sous l'effet du sodium amital. À l'hôpital psychiatrique, sous l'effet du barbiturique, Masterson répondit calmement à toutes les questions qu'on lui posait.
Il a répété exactement ce qu'il m'avait dit lors de son interrogatoire. Il n'a pas dérogé d'un iota. Il n'y avait aucune différence notable entre l'interrogatoire au bureau de la police et celui à l'hôpital psychiatrique. Nous nous sommes alors retrouvés à la case départ. Nous ne savions plus quoi faire. Nous étions découragés. Au printemps 1974, l'affaire connut un nouvel essor quand Dunbar rencontra l'agent spécial Patrick Mullaney, qui se spécialisait dans un nouveau champ d'expertise, le profil psychologique des criminels. Croyant qu'il pourrait aider, Mullaney demanda à voir le dossier de l'affaire Yeager. Nous avons examiné tous ces documents pendant plusieurs jours pour voir notamment le type de recherche qu'ils avaient mené. Nous avons ensuite rendu nos conclusions. Pour les experts en profil psychologique, le fait que le ravisseur ait surveillé sa victime et l'ait enlevée aussi furtivement laissait croire qu'il avait subi un entraînement militaire. Il devait avoir un physique assez imposant pour porter cette fillette de 25 kilos dans ses bras, tout en l'empêchant de se débattre et de faire du bruit. Les experts croyaient que cet homme préférait la solitude. C'était vraisemblablement un schizophrène qui avait des difficultés relationnelles avec les membres du sexe opposé. Encore une fois, un suspect se démarqua du lot, David Masterson. Quand nous avons déclaré que David Masterson nous semblait un suspect vraisemblable, nous nous sommes butés à une certaine opposition du service de police local, de même que de la part des agents du FBI. Et cette opposition était fondée. Dès le début de l'enquête, il l'avait soumis à des interrogatoires. David les avait tous passés avec succès. Mais un schizophrène peut se dissocier de la réalité à un tel point qu'il peut mentir sans afficher le moindre stress et ainsi fausser les données. Les experts firent alors une prédiction. Le ravisseur appellerait Marietta Yeager 1 an jour pour jour après l'enlèvement. Le meurtrier avait tenté d'établir des liens avec la victime et avec sa famille. Nous avions l'impression qu'il chercherait, étant donné son état d'esprit, à souligner l'anniversaire de ce crime comme on célèbre n'importe quel anniversaire. Dans la soirée du 24 juin 1974, soit 1 an après la disparition de Susie, Marietta alla se coucher en se doutant qu'elle ne dormirait pas, même si elle aurait eu bien besoin d'une bonne nuit de sommeil. Elle courut vers le téléphone et l'enregistreuse en espérant enfin obtenir des réponses à ses questions. Un an, jour pour jour, après la disparition de Susie Yeager d'un terrain de camping du Montana, un homme appela la mère de la victime, Marietta. La première chose qu'il a dite, c'est « Êtes-vous la mère de Susie ?» J'ai alors compris à qui j'avais affaire. Il a ajouté « Je suis celui qui l'ai enlevée l'an dernier, à quelques minutes près. » J'étais soulagée, même si plusieurs questions se bousculaient dans ma tête. Qu'allait-il arriver? Que devais-je lui dire? Au début, je l'ai laissé parler. Il semblait avoir besoin de me montrer que c'était lui qui avait le contrôle de la situation. Le ravisseur se vanta qu'il était bien trop rusé pour se faire capturer. Il déclara que Susie et lui voyageaient ensemble. Marietta voulait une preuve que sa fille était encore en vie. Elle désirait lui parler. Le ravisseur déclara que la fillette n'était pas loin, qu'elle dormait dans son chalet. À ce stade-ci, je savais que mon mari avait pu aviser le FBI et que les agents tentaient de retracer l'appel. Il était donc crucial pour moi de le garder au bout du fil. Je voulais que le FBI le trouve avant qu'il n'ait le temps de s'enfuir. Marietta prit peu à peu le contrôle de la conversation.
elle déclara au ravisseur qu'elle avait prié pour lui. Elle ajouta qu'elle avait pitié de lui. Sa force et sa compassion eurent raison du ravisseur, comme se le rappelle Patrick Mullaney, psychologue au FBI. Elle a pu se maîtriser pendant plus d'1 heure en discutant ainsi avec l'homme qui avait enlevé son enfant. C'était incroyable. Le ravisseur a commencé la conversation avec une attitude de psychopathe typique, en lui disant qu'il était celui qui avait enlevé son enfant 1 an plus tôt, jour pour jour. Mais à la fin de cette heure, elle avait complètement renversé la vapeur, à un point tel qu'il n'était plus capable de raccrocher. Et quand il a fini par mettre fin à la conversation, il sanglotait. Des agents se rendirent chez les Yeager, espérant que cet appel les conduirait enfin au ravisseur. À cette époque, les appels interurbains étaient relayés par diverses stations. Les employés de l'entreprise de télécommunications retracèrent l'appel. Il provenait de Sarasota, en Floride. Mais une défectuosité du système les empêcha d'obtenir des données plus précises. Les agents durent apprendre la mauvaise nouvelle aux Yeager. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'il m'avait dit, que Susie dormait dans son chalet. Et nous venions de perdre une chance de la retrouver. 1 mois plus tard, les enquêteurs apprirent d'un propriétaire de ranch du Montana que quelqu'un s'était servi de sa ligne téléphonique illégalement. Sur son relevé téléphonique, il y avait des appels au Michigan qu'il n'avait pourtant jamais faits. Sous les câbles téléphoniques, il avait aperçu des traces de pneus récentes qui ne correspondaient pas aux pneus de sa camionnette. Quand on lui demanda de fournir le nom des gens qui connaissaient bien son ranch, il déclara que David Masterson avait déjà travaillé pour lui. Les enquêteurs se souvinrent alors que Masterson avait été un spécialiste des télécommunications dans les Marines et qu'il savait donc comment utiliser une ligne illégalement. Les agents eurent recours à une nouvelle technique judiciaire, l'analyse de l'empreinte vocale. La voix de chaque individu est unique et les scientifiques peuvent identifier les différentes modulations à l'aide d'un phonétographe. Les experts comparèrent la voix de l'appel à celle de Masterson sur l'enregistrement d'un interrogatoire. Ils conclurent que c'était le même individu. Les enquêteurs informèrent Masterson des résultats de l'analyse. Ils lui annoncèrent que les résultats indiquaient qu'il était vraisemblablement l'auteur de l'appel fait aux Yeager 1 an après l'enlèvement. Masterson dit à l'agent Pete Dunbar que ces résultats ne l'impressionnaient guère. Il m'a répondu que certains de ses parents avaient exactement la même voix que lui. On lui a alors demandé de nous donner leur nom. Les enquêteurs convoquèrent Masterson et les membres de sa famille dont il avait mentionné le nom. Du ranch où l'appel suspect avait été fait, ils appelèrent les uns après les autres chez les Yeager. Chacun des hommes s'identifia avec un chiffre et lut un extrait de la conversation entre Marietta et le ravisseur. I'm number 1. Is this Susie's mom? We went to Lakeside Park in the Southern California Zoo. I'm number 2. Is this Susie's mom? We went to Lakeside Park in the Southern California Zoo. Dès que j'ai entendu le deuxième homme, j'ai su que c'était cette voix-là que j'avais entendue. Elle était gravée dans ma mémoire, je n'aurais pas pu l'oublier. C'était une autre preuve indirecte, rien de concret toutefois. Les enquêteurs espéraient obtenir des aveux. On en est venu à la conclusion qu'il fallait l'obliger à se trahir. Pour y arriver, on devait le mettre en confrontation directe avec Marietta Yeager.
Ainsi, on a fait venir Marietta dans la région de Bozeman, une région qui n'évoquait pour elle que de mauvais souvenirs. Marietta avait toujours cru qu'elle rencontrerait le ravisseur de Susie. Je me suis dit que j'avais enfin cette occasion et j'étais reconnaissante de pouvoir le rencontrer face à face. Ce ne serait pas qu'une voix au téléphone. Je pourrais aussi lui dire que je lui avais pardonné. Le matin du 12 septembre 1974, Marietta Yeager et David Masterson se rencontrèrent au bureau de l'avocat du suspect. Quelque chose au fond de moi me disait que c'était lui. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu qu'il était atteint d'une maladie mentale. Ils parlèrent ensemble pendant plus d'1 heure. Marietta essayait de lui faire avouer son crime, mais il resta sur ses positions. Finalement, son avocat a dit qu'il croyait que c'en était assez. Il a ajouté « on a été coopératifs ». Nous nous sommes alors levés en nous serrant la main. Cela m'a pris toute ma force pour renoncer. Je savais que c'était lui, et je ne voulais pas le laisser partir. Pour maintenir la pression sur Masterson, les agents de Gallatin County le mirent sous surveillance 24 heures par jour. Ils ne tentèrent même pas de lui cacher qu'ils le surveillaient. L'opération de surveillance semblait l'amuser. Mais le 24 septembre, le suspect réussit à filer, comme nous le raconte l'agent Don Houghton. Les policiers l'ont vu entrer dans sa maison, mais il n'en est pas ressorti le lendemain matin. Nous sommes allés chez lui et nous avons frappé à sa porte. Il n'y avait personne. On a commencé à vérifier les endroits que fréquentait David. On est aussi allé à son lieu de travail. Mais il n'y avait aucune trace de lui. Pendant que les autorités cherchaient Masterson, un homme appela chez les Yeager. C'était exactement 1 an après le premier appel du ravisseur, quand Marietta était partie chercher son fils. L'homme au bout du fil s'identifia comme étant Monsieur Travis. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su que c'était lui. Il tentait de me convaincre, moi ainsi que le FBI, que le vrai ravisseur était un type de Salt Lake City, et non pas David qui était considéré comme le suspect numéro 1 au Montana. Il ajouta qu'il pouvait prouver que Susie était en vie en la faisant parler au téléphone. Ce n'était pas la voix de Susie. Elle ne m'appelait jamais maman, elle m'appelait maman. J'ai alors eu très peur à l'idée qu'il ait forcé une enfant à prononcer ces paroles. J'avais peur qu'il se mette à croire que cet enfant était réellement Susie et qu'il lui fasse du mal. Le fait que Marietta s'entête à l'appeler David sembla l'encourager à s'ouvrir un peu. Il se mit à laisser échapper des informations révélées par Marietta lors de sa discussion avec David Masterson au Montana. Des choses que seul David pouvait savoir. Il s'est incriminé. Et quand il a compris ce qu'il venait de faire, il a dit « Vous ne verrez plus jamais votre petite fille en vie ». Et il a violemment raccroché. Marietta appela le FBI. Les autorités avaient pu retracer l'appel à une chambre de motel de Salt Lake City à plus de 600 km de chez Masterson. Mais quand les agents arrivèrent, il était déjà parti. Après que Masterson eut échappé à la surveillance, les enquêteurs croyaient qu'il avait appelé Marietta Yeager. Celle-ci avait entendu une enfant lui parler, mais elle savait qu'il ne s'agissait pas de Susie. Thomas Olson, le procureur de Gallatin County, qui espérait obtenir davantage de preuves avant de procéder à une arrestation, craignait que Masterson soit plus dangereux que jamais. J'étais extrêmement inquiet.
J'ai immédiatement présumé qu'il avait enlevé un autre enfant. On savait qu'on devait passer à l'action. On ne pouvait plus attendre. Quand Masterson revint chez lui, les policiers décidèrent de passer à l'action et de l'arrêter en espérant trouver des preuves contre lui plus tard. Il n'opposa aucune résistance. Il avait déjà engagé l'un des avocats les plus réputés de la région. Parmi ses effets personnels, on trouva du papier à lettres du motel de Salt Lake City d'où provenait l'appel. Le nom de Travis était inscrit dessus. Avec l'aide des experts en sciences comportementales, on dressa un mandat de perquisition, comme nous le raconte l'agent Don Houghton. On nous a dit que l'auteur de ce genre de crime aurait sans doute conservé des souvenirs, des trophées de ses victimes, comme des bijoux, des vêtements ou même des parties de cadavres. Notre mandat faisait état de tout cela. Dans le congélateur, les policiers firent une découverte troublante. Des paquets enveloppés dans du papier de boucherie où étaient inscrites les lettres SMS, comme les initiales de Sandra Maris Mulligan. Ils trouvèrent ensuite une main dont 2 doigts avaient été sectionnés et placés dans la paume. Ils discutèrent de ces preuves avec l'avocat de Masterson, qui annonça que son client avait des aveux troublants à faire. Il nous a dit que David allait se reconnaître coupable de 4 meurtres. C'était comme si j'avais reçu un coup sur la tête. Masterson parla de 4 meurtres. Il avait commencé en 1967. Il était finissant au secondaire quand il avait commis le premier. Un étudiant s'était disputé avec lui. Un jour, il avait aperçu le frère de cet étudiant en train de pêcher avec un ami. Il l'avait tué pour se venger. Masterson déclara que son deuxième meurtre était celui d'un scout au camping de Headwaters en 1968. Il avait commis ce crime pour mettre la troupe scout dans l'embarras car on l'avait évincé du groupe. Sa troisième victime était Susie Yeager. Il avait attendu que tout le monde dorme. Il déclara qu'il avait emmené Susie au ranch de Horseshoe Hills, où les policiers trouveraient plus tard les os de Sandra Mulligan. Il l'avait étranglée, démembrée, et avait ensuite dispersé ses restes. Tous voulaient savoir ce qui l'avait motivé à commettre ce crime. Masterson ne put fournir de réponse. Il reconnut ensuite avoir tué Sandra Mulligan. Après qu'elle lui eut dit qu'elle ne le fréquenterait plus, il était entré chez elle par effraction. Il prévoyait l'enlever. En voulant lui mettre du ruban adhésif sur la bouche, il lui avait bouché les narines par inadvertance. Mais pendant qu'il ramassait les vêtements de Sandra Mulligan, celle-ci avait suffoqué. Au même ranch, il avait démembré son corps, puis brûlé les restes avec des bardeaux de cèdre. Il avait ensuite dispersé ses ossements au même endroit que ceux de Susie. Il était tard, 3 heures du matin, je crois. Je garde l'image de David qui, à mesure qu'il avouait ses 4 meurtres, semblait rapetisser de plus en plus. À la fin, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Des policiers le raccompagnèrent à sa cellule, mais le procès n'eut jamais lieu. Même si le procureur lui avait dit qu'il ne chercherait pas à le faire condamner à mort,
David Masterson se pendit avec une serviette quelques heures après être passé aux aveux.